Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, merci d'être là dans les commentaires. Bonsoir au JC84, comment ça va? T'as failli te faire sanctionner par l'automode qui a utilisé le mot retard comme comme un mot de harcèlement, c'était assez marrant. Enfin bon bref, donc voilà. Ça part sur les chapeaux de roue ce soir avec l'automode qui est en mode ultra énervé. Hello Pipovici, bienvenue, comment ça va? Écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver avant une très longue, beaucoup trop longue trêve internationale qui commence aujourd'hui. Et effectivement, on va parler, débriefer un petit peu la semaine de football qu'on a vécue. Et quelle semaine pour Donc, ouais, effectivement, quelle semaine. Je suis en train de lire les commentaires. Il y a OJC qui dit un supporter du Milan, peut-être le automode. C'est possible. Je dis pas que c'est pas impossible. Ce soir, j'avais envie d'aborder, entre autres, bien entendu, parce que ça dépendra de vos tribulations, de vos envies, bien sûr, footballistiques. Mais trois sujets qui me semblaient intéressants sur le week-end de foot. Alors, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. J'aurais pu parler peut-être de Francfort-Stuttgart, qui était un match absolument splendide, magnifique, qui s'est terminé 3-2 avec un but refusé à la dernière seconde de match, un Ekitike, qui est absolument on fire depuis le début de saison. On aurait pu aussi parler peut-être de la cascade de blessures du Real et de leur victoire sans un but d'Mbappé mais avec un Bellingham qui marque enfin. Mais c'est pas de ça dont j'avais envie de parler, ça change pas qu'on peut aborder le sujet, mais ce que j'avais envie de parler c'était déjà de la Serie A. J'ai appelé ça Scudetto du siècle pour commencer avec un point d'interrogation, parce que justement je voudrais en discuter avec vous. Je pense que oui, si on considère que depuis le début du 21e siècle, si on regarde tous les titres qui ont été décernés en Serie A, est-ce que cette année c'est le Scudetto du siècle? On va en discuter un petit peu justement, et je vais vous donner un peu mes avis, mon avis en tous les cas. En Angleterre, il y avait un très beau choc entre deux équipes aux dynamiques complètement différentes. Une équipe d'Arsenal qui est en train de tomber de son piédestal et une équipe de Chelsea qui est en train de remonter enfin en tous les cas essayer de réintégrer le top 4, voire le top 3. Donc voilà. Et enfin, troisième point, c'est le Barça redescend de son nuage. Effectivement, un très beau match contre la Real Sociedad, plus exactement un très beau match de la Real Sociedad contre le Barça qui recevait le Barça et le Barça qui redescend un peu. Donc voilà. On va lire les commentaires parce qu'il y a des trucs intéressants. Je pense Pipovici. OJC qui dit Moise Kean qui a fait un triplé, c'est donc cela le multiverse. Franchement, mieux vaut le multiverse avec Moise Kean qui fait un triplé plutôt que le multiverse Marvel, parce que bon, le multiverse Marvel, on a vu ce que ça donnait. Je pense que c'est bouse sur bouse sur bouse sur bouse sur bouse et rebouse. Donc c'est bien si c'est Moise Kean le multiverse. Pipovici qui dit ça va, je voulais faire une petite analyse sur la Ligue des Champions et son nouveau format qu'on critiquait au début, mais qui au final va nous assurer le spectacle jusqu'au bout, car tous les favoris sont pas aussi à l'aise qu'on aurait pu le penser. Et ils vont devoir assurer les matchs jusqu'au bout. Et on aura de beaux matchs avec enjeu jusqu'à la fin. Je suis déjà convaincu pour ce format pour ma part. Effectivement. Alors, c'est intéressant d'en parler. On peut commencer par ça avant de passer à la Serie A. Beau choc, une purge ce match. J'ai résisté, mais c'était dur. Arsenal-Chelsea, je suppose, au JC84. Donc oui, effectivement, la Ligue des Champions. Je pense que les grandes équipes n'ont pas mesuré le changement. Pour l'instant. Donc je pense que cette première édition va être un petit peu surprenante, c'est clair. Pour les grosses équipes, on voit, il y a énormément de grosses équipes qui sont même en dehors de la qualification, carrément, donc ils sont même pas en barrage de 16e de finale. Et pourquoi? Parce que en fait, je pense qu'ils ont sous-estimé en fait l'impact de ce genre de format, le format dit suisse, où en fait tu rencontres les équipes juste une fois, et des petites équipes
pour qui c'est le match de leur vie. Il n'y a pas de lendemain en plus, hein. Il n'y a pas à calculer, à savoir si il faut se découvrir ou pas, parce que si on prend un but au match aller, est-ce qu'au match retour ça va être compliqué, etc., avec le goal average particulier, comme c'était le cas dans les poules. Donc c'est du do or die pour les petits, et les gros se retrouvent dans des matchs, en fait, un peu des matchs de coupe, en vrai, des vrais matchs de coupe, mais je parle de Coupe de France, quoi, à la limite. Où en fait t'as rien à gagner dans ce genre de match, t'as rien à gagner à jouer contre Brest, t'as absolument rien à gagner à jouer contre, je sais pas, Salzbourg ou un truc dans le genre. En revanche, t'as tout à perdre parce que même si tu gagnes le match, on dit c'est normal, et pour toi c'est pas du tout le match de l'année, alors que pour eux c'est le match de l'année de rencontrer le Real, le Milan, l'Inter, je sais pas qui encore, pas l'Inter parce que l'Inter en l'occurrence s'en sort bien, mais donc c'est vrai que et puis surtout sur 2 matchs, une grosse équipe, elle va dominer une petite sur 2 matchs. Elle peut se trouver sur un match, le match aller, par exemple le Real qui a perdu 1-0 contre Lille. Si elle rencontre Lille au match retour, elle les déglingue. C'est sûr et certain, parce que c'est... Comment dire ? Enfin, c'est sûr et certain, je sais pas, mais en tous les cas, il se sera passé 3 ou 4... que je raconte 6 semaines entre les 2 matchs, la dynamique sera complètement différente, et le Real sait à quoi s'attendre. C'est-à-dire, il y a une analyse tactique un petit peu plus approfondie, les joueurs se disent... Ok, on est piqué, ils nous ont battus au match aller, probablement qu'on va se refaire au match retour. Donc c'est vrai que sur l'ensemble des 2 matchs, probablement que le Real passera, que ce soit en poule ou que ce soit en match à élimination directe. Là, sur un one-shot, en fait, Lille, ils saisissent un peu l'opportunité. Donc je suis d'accord, mais je pense que ça va se régler avec les années. C'est ça que je veux dire. C'est que l'année prochaine, en fait, les équipes de Ligue des Champions, je pense que peu importe les matchs qu'elles joueront, les 5 premiers matchs, il faut qu'elles soient taquées. Une fois qu'elles ont leurs 15 points, après, tranquille. Elles peuvent faire tourner, etc. Et ça, je pense que c'est important parce que tu économises 3 matchs où tu peux faire tourner, plus 2 matchs éventuellement si tu vas pas en 16e de finale. Donc ça fait 5 matchs en moins, ou 5 matchs en moins pour tes titulaires, ce qui est monstrueux dans une saison. Donc je pense que ça va se régler, ça. C'est la première année, ils n'ont pas mesuré. Je pense que l'année prochaine, ou en tous les cas dans 2 ans, il va y avoir une remise à zéro des équipes, des très grosses équipes qui vont mettre une roustade sur les 5 premiers matchs, en fait. En se disant, c'est les matchs les plus importants de la saison, limite. Si tu veux faire une bonne saison derrière, en fait. OJC qui dit complètement d'accord, ce format incroyable, comme je l'ai dit ici la dernière fois, ça valorise l'exploit du petit, c'est vrai. Le seul bémol de ce format, c'est la quantité de matchs. On aurait pu rester à 6 matchs et 8 pour les barragistes. Les barragistes, effectivement, ça fait 10 pour les barragistes. ça commence à faire beaucoup. Ça en rajoute 4, éventuellement. Donc voilà. Après, ça retire aussi beaucoup de matchs à d'autres équipes. Parce que tous ceux qui sont éliminés directement ne participent pas à l'Europa League. Ceux qui sont sortis de l'Europa League ne participent pas à la Conference League. Donc en gros, en fait, il y a beaucoup d'équipes qui sortent et qui arrêtent de jouer. Donc c'est vrai que les équipes qui restent, elles, peuvent effectivement jouer pas mal de matchs, mais ça coupe beaucoup de matchs aussi qui étaient finalement reportés d'une compétition sur l'autre, etc. Donc on verra ce que ça donne. Mais déjà, en Europa League, il y avait ce barrage entre les reversés de la Ligue des Champions et les deuxièmes ou les troisièmes du groupe, je crois. C'est les troisièmes du groupe. Donc voilà. Donc il y avait déjà cette espèce de barrage au milieu là, de 16e de finale qu'on voyait en Europa League, où ils jouaient une semaine de plus. Donc c'est pas complètement nouveau, mais bref. En Ligue des Champions, ça l'est. Typiquement le Bayern PSG va être très important pour les deux vu leur classement, alors qu'avant ça aurait été le match pour la première place du groupe, c'est vrai, je suis d'accord. Ah non, mais là cette année ça va être la guerre jusqu'au bout, ça c'est clair, il y a très peu d'équipes qui vont commencer à faire tourner, style Liverpool par exemple va commencer à faire tourner, l'Inter s'ils reprennent une victoire, je pense que les 2 derniers matchs ça va tourner, il y a très peu de grosses équipes qui peuvent se permettre de faire tourner cette année, ça c'est clair. Ah ouais, non, en tous les cas, c'est ce qui est en tous les cas bien dans ce format, c'est que alors encore une fois, on avait parlé de comment est-ce que vous saturez pas avec le football.
Moi, j'étais obligé, au début, je me disais, il faut que je regarde tous les matchs. En fait, bon, j'ai arrêté. Je sélectionne juste voire 2 matchs par soir. Et puis c'est tout, quoi. Puis je me prends pas la tête avec le reste. Parce que, en fait, comme c'est des one-shots, il n'y a pas d'analyse tactique à avoir sur ces matchs-là. Tu te demandes pas comment ils vont réagir au match retour, etc. Donc, en fait, c'est pas intéressant. Tu vois qui a gagné, voilà, merci, bonne journée, excepté les deux matchs, peut-être dans la semaine, ou 3 matchs qui t'intéressent. Donc voilà, c'est sympa. Voilà, ça te fait en tous les cas des chocs inédits, fréquents, et pour l'instant, cette année, c'est intéressant, ça sera intéressant jusqu'au bout. Les années suivantes, je sais pas. Je suis pas sûr qu'à partir du 4e match, il y a encore beaucoup de suspense. Mais bon, on verra bien. Par contre, les joueurs ont du mal avec ce format. Konaté, hier au Canal Football Club, disait « Je sais même pas si avec nos 4 victoires, on est encore qualifié. » Ouais, absolument. Et il sait même pas où il joue. Il sait pas du tout où il va. Je sais pas si tu te souviens, si t'as entendu, mais il dit en fait je sais pas du tout contre qui on joue, où est-ce qu'on va. Moi je monte dans le bus, puis je vais jouer quoi, parce qu'en fait c'est trop compliqué, il y a trop d'équipes différentes, je sais pas où on va. Donc en fait les mecs s'en foutent, c'est maintenant ils enchaînent et ils en ont rien à foutre. C'est ça aussi qui est un peu le truc, c'est ça veut dire que ça va trop vite en fait. Il n'y a pas de réel. Mais bon, après, voilà. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. On tirera les leçons d'ici 2-3 ans, je pense, vraiment, de ce format. On verra quelle sera la première équipe à faire le 8/8. Pour le moment, seul Liverpool peut le tenter. Ouais. Après, c'est vrai que... Oui, c'est vrai, hein. Mais ce serait vraiment bête de courir après le 8/8. Quand tu sais que tu dois maintenant donc jouer 8 matchs pour être en poule, il faut que tu mettes les U19 sur les 2 derniers matchs. Hein. Et t'en as rien à foutre en fait. C'est parce que si tu fais pas ça, tu vas le payer. Tu vas vraiment le payer très cher, sachant que Liverpool est une des équipes qui va aller jouer en plus la Coupe du Monde des clubs. Donc franchement, ce serait criminel de se dire « Oh, je vais tenter le 8/8 ». Tu t'en fous en fait, mais n'importe qui, mais tu mets même l'intendant sur le terrain, l'important c'est juste que tu viennes quoi, et que tu sois pas disqualifié, c'est tout. Mais bon, enfin après c'est ce que je ferais, hein, mais voilà. Bref, ça c'était sur la Ligue des Champions. Mais oui, c'était cool, c'est cool d'en parler, et vous avez raison d'aborder le sujet. Passons sur la Serie A, justement parce que c'est l'équipe la plus représentée, enfin le pays le plus représenté en Ligue des Champions, vu que c'est un pays, c'est un des 2 d'ailleurs, pays les plus représentés en Ligue des Champions, vu que c'était le pays qui avait marqué le plus de points UEFA sur ces 3 ou 5 dernières années. Donc ça c'est important de le noter, et finalement ça va avec l'Allemagne absolument au JC 84, et ça va dans la discussion parce que je sais pas si vous avez regardé le classement de la Serie A, mais le classement de la Serie A est absolument stupéfiant. Moi c'est, je pense, la première fois que je vois ça. Vraiment, et c'est pour ça que je parle du Scudetto du siècle. Quand je dis c'est la première fois que je vois ça, c'est la première fois que je vois ça, je pense, dans le football. Il faudrait peut-être revenir sur je sais pas, reprendre toutes les stats, mais honnêtement, je n'ai pas souvenir de ça. Nous sommes donc à la 12e journée, et il y a, donc vous savez, vous connaissez ce fameux adage de « si tu veux être champion, il faut obligatoirement que tu aies plus de 2 points par match ». C'est obligatoire. Et... alors bon, 3 points par match, c'est pas possible parce que bon, il faut quand même de temps en temps perdre. Mais 2 points par match, c'est le minimum pour être champion. Et là, quand on regarde un peu le classement, il y a 6 équipes qui ont 2 points par match. Moi, personnellement, je pense que dans tout championnat confondu, c'est la première fois que je vois ça. Donc ça commence de Naples avec 26 points. Et ça se termine à la Juve, 6e, avec 24 points en 12 journées. Donc c'est absolument stratosphérique, la densité de ce championnat. Je n'arrête pas de le dire, mais en fait, on ne peut pas... Déjà, il n'y a pas d'équipe qui ne perd pas, parce que c'est quasi impossible. Alors, si, j'exagère, il y a la Juve qui perd pas. Mais à part ça, bon, ils ont fait... Effectivement, ils ont jamais perdu, mais ils ont fait 6 matchs nuls, donc bon, voilà. Mais il n'y a quasi pas d'équipe qui perdent pas. Parce que, en fait, même les petites équipes, on l'a vu, hein, quand le Inter Venise était
super difficile pour l'Inter. Le Milan, Cagliari-Milan de ce week-end, j'en parle pas, après avoir tapé le Real 3-1 dans la semaine. Des choses comme ça. En fait, même les petites équipes de Serie A sont ultra difficiles à jouer. C'est pour moi, ça fait 3 semaines que je le dis, mais le championnat le plus compétitif qui existe. Et si on prend les 8 grosses équipes, alors déjà, c'est quand même assez fou que dans un championnat, il y ait 8 grosses équipes, déjà. Donc il y a Naples, l'Atalanta, la Fiorentina, qui cette année enfin tient son rang, l'Inter, la Lazio, la Juve, l'AC Milan, et enfin l'AS Roma. Alors dans les 8 grosses équipes, il n'y en a qu'une seule qui se troue, vraiment. Alors là, en l'occurrence, elle se troue là dans les grandes largeurs, c'est l'AS Roma. D'habitude, c'est plutôt la Fiorentina qui est à cette place-là. Et ce qui fait qu'on a toujours un espèce de top 7 qui est ultra, ultra dense. Donc quand même de l'AC Milan à Naples, en passant par l'Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Juventus. Moi, ça me fait vraiment penser à la Serie A des années 90. Et je pense qu'on est sur un des meilleurs championnats que j'ai vu ces 20 dernières années en Serie A, parce que en fait toutes les équipes sont fortes, toutes les équipes peuvent se battre entre elles, et le seul qui a été un peu du top 7 qui a été un petit peu éjecté, c'est Milan, qui n'arrive pas à suivre la route. Alors je parle pas de la Roma, parce que la Roma est tellement loin, et puis donc effectivement ils viennent de virer leur coach, enfin il a été viré 1 heure après la défaite contre Bologne. Donc effectivement, c'est vrai que je pense que c'est incroyable. Voilà, je vais lire un petit peu les commentaires. Pipovici qui dit magnifique Serie A, oui, c'est le Portugal qui est premier au classement Ligue des Champions pour obtenir la place supplémentaire en ce moment d'ailleurs. Ouais, bah ils font des bonnes perfs partout dans toutes les coupes d'Europe, donc voilà. Après on verra, mais je pense que l'Italie est pas loin. D'ailleurs, Juric a été viré. Oui, et ça parle de Mancini pour entrer la Roma, effectivement, et ça, ce serait une. Alors, ce serait une très belle nouvelle, bien sûr, pour la Roma, hein, très honnêtement. Mais c'est vrai que Mancini à la Roma, c'est bizarre. Et ou de Rudy Garcia. Alors, je préfère 1000 fois Mancini à la Roma que Rudy Garcia. Donc voilà. Bon, après, la Samp n'étant pas dans le truc, mais c'est vrai que voilà, Rudy Garcia, je sais pas pourquoi est-ce qu'il le rappelle encore. Ils sont vraiment au bout du rouleau, la Roma. Hein. Parce que même si c'était pas chatoyant avec Mourinho, c'était quand même, ça allait quoi. Et puis surtout De Rossi, ça allait vachement. Enfin, je veux dire, ça va quoi. C'était pas un départ canon de la saison, ça, on est bien d'accord. Mais tu peux lui laisser un petit peu de temps quand même. Le mec avait fait qu'une demi-saison d'entraîneur numéro 1. Enfin, je sais pas, laisse-lui un peu de temps. Mais non, ils l'ont viré, ils ont pris Juric, catastrophique. Et Giampaolo qui a repris Lecce. Bon courage à Lecce, ouais, tu m'étonnes. Après, Giampaolo, tu sais qu'il avait été, je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait été adoubé par Arrigo Sacchi. Donc c'est un théoricien du football. Le problème, c'est que ses théories marchent pas, mais c'est un théoricien du football quand même. Moi, perso, je suis la Roma, je vais sur Sergio Conceição. Et le père, pas le fils. Oui, effectivement, on va pas se tromper tous les week-ends, tous les lundis, pardon. Mais je suis d'accord avec toi, ouais, le père Conceição, ce serait pas mal. Maintenant, franchement, je sais pas. Milan, en fait, c'est pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Fonseca, parce qu'un coup il tape le Real, un coup il tape l'Inter. Derrière, il enchaîne des prestations absolument catastrophiques défensives. Contre Cagliari par exemple, mais je veux dire Pavlovic, sérieusement, Pavlovic, il a eu un accident récemment, il a fait un AVC, il a eu un accident de la route. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce joueur soit dans un top club européen? Comment on en est arrivé là en fait? Sérieusement. Moi, c'est une énigme. Alors, je ne vais pas m'énerver sur Milan ce soir, mais c'est une énigme. Et c'est une énigme que Fonseca ose le mettre sur le terrain. Ce gars-là ne sert à rien excepté mettre des parpaings. Il est nul en relance, il est nul en anticipation, il est nul en tout, excepté quand tu joues au corps à corps avec lui. Et encore, bon, je suis même pas sûr que tu le mets contre Lukaku, ça donne grand-chose. Mais bon, enfin, je sais pas. Ce qui s'est passé là, prendre 3 buts contre Cagliari, c'est typiquement. Je veux dire, Pavlovic, je pense qu'il est responsable à 80% de ce qui s'est passé. Un truc dans le genre. Les 20%, ça doit être ensuite Théo Hernandez qui décide de plus défendre.
Mais après, c'est quand même fou d'avoir investi aussi cher sur un défenseur aussi nul avec ses pieds. Enfin, je veux dire, on n'est plus en 1964, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est dingue. Bon, bref. Peu importe. Pavlovic, il jouait pas au Bayern, c'est pas pour rien. Oui, bah, tu m'étonnes, c'est clair. C'est fou, quoi. Allegri est dispo. Ouais, Allegri est dispo, ouais. Bref. En tous les cas, je pense on est parti pour et Emerson Royal, le penalty contre le Real, j'étais fou. Après, oui, mais son penalty, il est léger. Hein. Il baisse un peu son pied, il n'y a pas penalty. Hein, parce que en fait, c'est Vinicius qui va le chercher. Mais bon, il essaye. Voilà. Franchement, encore, Emerson Royal, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. On voit bien qu'il est pas bon. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Mais franchement, entre Calabria et lui... Limite, je préfère Emerson Royal. Donc, même si mon petit Calabria, je l'aime beaucoup, hein, parce que c'est un petit formé au club et tout, mais bon, il est vraiment nul. Donc, voilà. Mais lui, au moins, tu l'as fabriqué toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as pas payé 45 millions. Ou je sais pas combien on a payé Pavlovic, mais 25 ou 27 ou 22 millions. Et c'est pas possible de payer un joueur aussi cher pour ça, quoi. C'est ouf. Mais bon. Et Emerson Royal, le penalty contre le Real, certes, mais tu joues contre le Real, tu peux pas faire ça. Reinders, par contre, quel joueur, il va pas faire long feu chez vous si en plus vous ne faites pas la Ligue des Champions. L'APL va se régaler. Ça, c'est vrai que là, il y a aussi un truc, hein, vous avez tout à fait raison d'aborder le sujet. Ça va être très compliqué d'avoir la Ligue des Champions pour le Milan cette année. Parce que tout simplement en fait alors Milan potentiellement est à 21 points. Pourquoi? Parce qu'il y a le match en retard contre Bologne. Déjà le potentiel, ça moi j'y crois pas, hein. Bologne, on a vu ce qu'ils ont fait contre la Roma ce week-end, ils peuvent très bien faire pareil contre nous et je pense que si on prend les 21 points, ok, on se dit finalement de la zone Ligue des Champions on n'est qu'à 3 points, c'est ça si je ne m'abuse. Zone Ligue des Champions, 4 points. 4 points de la zone Ligue des Champions. Le gros souci, c'est que tu n'as pas une seule équipe devant toi et elle est à 4 points. Où tu te dis, si je gagne tout et qu'eux se ratent un peu une ou deux fois, ça peut le faire. Il y a 3 équipes devant toi pour y arriver. 3 équipes qui ont un rythme d'enfer. Donc, le gros souci, c'est que ça va être très, très compliqué de grappiller des places. Surtout que les autres font pas d'erreur et toi, t'en fais plein. Donc honnêtement, je pense que la Ligue des Champions, voire même la Coupe d'Europe, cette année pour le Milan, ça va être très compliqué. Il faut se le dire maintenant, parce que ça sert à rien de te raconter des histoires. Ça va être très complexe. Vraiment très complexe. Donc Bologne est à notre niveau. Hein. Quand tu commences à jouer avec Bologne, parce que bon, Bologne a fait une saison exceptionnelle l'année dernière, mais Bologne, c'est pas du tout une équipe qui doit foutre quelque chose là. Bologne a le même nombre de points avec le même nombre de matchs que le Milan. C'est déjà quand tu vois ça, tu fais ouh là 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 là, c'est chaud. Enfin moi perso ça m'inquiète. Hein. Moi j'ai froid dans le dos hein, quand je vois ça. Mais bon bref, c'est comme ça. En tous les cas, écoute, on fera peut-être comme le Napoli cette année, c'est-à-dire se concentrer sur le championnat et peut-être cette fois-ci pouvoir jouer le Scudetto. En tous les cas, il y a eu un superbe Inter Napoli, très très rythmé, très engagé, etc., qui était vraiment très sympa. Et puis voilà, non, ce championnat est vraiment spectaculaire et même quand tu joues contre les petits, tu galères. Je pense qu'on va vivre un des plus beaux championnats de Serie A de ces 25 dernières années. Voilà, tout simplement, je pense que cette année, ça va être le Scudetto à suivre parce que ça va partir dans tous les sens, quoi. Tous les chocs vont être intéressants, donc vraiment. Pipovici, Vinicius, quand tu vois les 5 roulades pour le pseudo-contact avec Vinicius, avec Maignan. Maignan aussi, dur de le garder sans Ligue des Champions. Ouais, c'est pas faux, mais je suis moins sûr. Après, les postes de gardien, c'est un peu différent, mais on va voir s'il re-signe ou pas, parce que là, pour l'instant, il est en... Ouais, après, c'est vrai que je pense que les résultats vont peut-être décaler un peu la signature du contrat de Maignan. Voilà, on verra. Je suis étonné du niveau de la Lazio, moi avec Dia et Tavares qui font une saison de dingue pour le moment. Qui aurait misé sur ces deux joueurs, effectivement. Après Tavares, bon, bizarre. Bizarre quand même, mais enfin, il est pas mauvais. C'est-à-dire physiquement, il domine vraiment beaucoup en Serie A. Et puis Zaccagni recommence à devenir un bon joueur, hein, donc c'est bien. Et puis il y a un vrai bon collectif en fait. Les gens se prennent plus la tête à la Lazio, donc c'est redevenu la Lazio d'il y a 2 ans à peu près. Enfin, pas à peu près, mais
en termes de jeu, quoi. C'est une Lazio voilà, qui se prend pas la tête, qui joue sur ses forces, qui cherche pas à s'inventer quelque chose, et c'est ça qui a manqué l'année dernière. L'année dernière, il s'inventait des vies, en fait, la Lazio. Plus les blessures, ça fait en sorte que ça a pas bien tourné. Mais c'est un bon groupe, hein. C'est un bon groupe qui tourne pas, mais c'est un bon groupe. Mais je suis pas sûr qu'il soit meilleur que Leao. Mbappé va être bientôt dispo. Ouais, je sais pas. Mbappé, je sais pas où est-ce qu'il va, il est même plus sélectionné en équipe de France, je comprends pas. Bah, en fait, c'est tellement bizarre ce qui se passe avec Mbappé que je sais pas. J'ai même pas trop envie d'en parler, pas parce que ça me déprime ou quoi, c'est juste que tu te dis, on va parler de quoi? On va faire du sensationnalisme pour rien. Mbappé, c'est un joueur qu'on essaie de... Enfin, si je dois parler d'Mbappé, on peut en parler quand on parle de la Liga, mais si je dois parler d'Mbappé ce soir, c'est un joueur qu'on fait jouer à un poste pour lequel il n'a absolument aucune qualité, dans une équipe qui n'avait pas besoin de lui, et qui a d'autres problèmes au milieu de terrain. Donc voilà. Après, ils font des grosses prestations contre Osasuna, mais le niveau de Osasuna, c'est compliqué, hein, la Liga. Hein. Excepté les deux gros, derrière, c'est le néant, quoi. Donc voilà. Donc oui, c'est sûr que Bellingham et Vinicius, ils arrivent quand même à mettre 4-0 à une équipe en ayant une rupture des ligaments croisés et 2 blessures en une mi-temps. Donc bon, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu vois à ce moment-là à quel niveau est l'équipe en face, quoi. Donc ouais, je sais pas. Bon, écoute. C'est pas faute de l'avoir dit qu'il ferait un flop au Real. Et partout, on m'a dit, tu es fou, Mbappé au Real, ça va être 40-50 buts. C'est possible. En tous les cas, pas en numéro 9. Mais si un jour il joue à son poste, ou s'il décide de jouer à droite, ou plutôt, oui, à droite dans une attaque à 2 avec Vinicius, on verra à ce moment-là. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème. C'est super pour le Real, mais l'option offensive numéro 1, c'est Vinicius. Donc... même si tu mets Mbappé à droite et que tu les fais jouer ensemble, c'est toujours Vinicius qui sera l'option numéro 1 quand les gars doivent faire une passe. Parce que c'est celui qui a montré le plus de choses, donc c'est un peu normal. Donc voilà. Ouais. Bref. En tous les cas, voilà, je me réjouis de cette saison de Serie A. Malheureusement, pour le Scudetto du siècle, c'est la saison où on n'a pas les droits télé en France. Donc je suis super dégoûté parce qu'il y a plein de matchs que je rate. Pas que je rate, mais vraiment, il faut vraiment que je me surmotive pour réussir à les regarder. Parce que quand tu as des liens à gauche à droite avec des commentaires en philippin et en ukrainien, j'ai rien contre les philippins et les ukrainiens, c'est juste c'est pas ma langue et c'est relou. Et des trucs comme ça, c'est effectivement un petit peu pénible. donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas non plus super idéal en ce moment de suivre la Serie A. Donc voilà, c'est dommage. En plus, l'équipe, donc je sais pas si vous avez suivi le problème de l'équipe, qui avait promis donc ils ont 2 matchs, les 2 plus grosses affiches de Serie A par week-end. Enfin, les 2 plus grosses. Les 2 matchs qu'ils choisissent, quoi. Et en l'occurrence, ils devaient toujours en passer au moins une des 2 en clair. Et la deuxième sur leur chaîne payante, l'équipe live, 1, 2 ou 3, ou je sais pas quoi, je sais pas combien il y en a. Mais comme il y a un problème avec... en fait, l'équipe est reçue en clair dans les zones frontalières en Suisse et en Belgique, et qu'en Suisse et en Belgique, il y a des gens qui payent la Serie A. Donc voilà, en particulier bien sûr les grosses affiches. Hein. C'est pas pour si t'achètes les droits de la Serie A, mais que les grosses affiches dans le pays où tu les retransmets sont en clair, en fait il y a un vrai problème. Donc pour l'instant, l'équipe, pour ne pas subir un peu les foudres des deux autres chaînes, en fait, retransmet tous les matchs sur une chaîne payante, c'est-à-dire l'équipe live. Malheureusement. Et ils sont en train d'essayer de trouver un accord avec les chaînes qui retransmettent la Serie A en Suisse et en Belgique. Donc c'est juste à cause du fait que l'équipe est reçue à la frontière belge et suisse qu'il y a ce problème. Donc c'est un petit peu embêtant. C'est très embêtant parce que je me suis dit, enfin, on va voir quand même 2 gros matchs de Serie A par week-end, commentés par des charlots, soit, mais enfin quand même, c'est toujours mieux que les commentaires en philippin et en ukrainien, surtout que souvent, les commentaires
sont en ukrainien et en philippin en même temps. C'est dans le même match, en même temps, t'écoutes les deux, et ça, c'est très relou. Alors déjà, juste le philippin ou juste l'ukrainien, c'est relou, mais alors les deux en même temps, je ne vous dis que ça commençait bien. donc voilà, bref. Pourquoi ne pas le mettre en 10 comme le faisait le PSG avec Neymar? Ah, toi tu parles de ça, il y a JC, moi je pense qu'il n'a pas les qualités de 10. Il n'a pas de vision de jeu, très peu de vision de jeu. Il a un bon toucher de balle, hein, mais c'est pas non plus un passeur inné, quoi. Il a un bon toucher de balle dans le dribble, dans l'accélération, dans la frappe, mais pas dans la passe, j'ai pas l'impression. Tac. Prochaine journée de Serie A, un Milan-Juve et un Naples-Roma, effectivement. Ouais, c'est alléchant. Oui, pour moi, pour la Serie A, je dois payer DAZN pour avoir toute la Serie A ou Sky Sport pour avoir les deux plus belles affiches. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Donc, OJC est en Suisse, hein, en l'occurrence. Quand je pense que beIN préfère payer pour la Liga nulle à regarder et snobber la Serie A, cette chaîne a fait vraiment n'importe quoi. Oui, effectivement, mais il y a Kylian Mbappé, il y a le Real Madrid et il y a le Barça. Et en fait, ça suffit à rentabiliser tes abonnements, hein, il faut le dire. Hein, c'est quand même les deux clubs probablement étrangers qui sont le plus suivis en France. Donc voilà. Et puis Kylian Mbappé a aussi beaucoup pesé dans la balance. Hein. C'est clair que tout le monde veut voir les aventures de Oui au pays des Espagnols. Donc voilà. Donc ça c'est clair. Et pas tous des charlots sur l'équipe. Il y a Elvin De Fazio qui a commenté le Juve Torino samedi. Ok, ouais. Pas tous des charlots, mais c'est quand même pas Philippe Genin, je suis désolé. On n'arrive pas à la cheville de Philippe Genin. Philippe Genin, c'est la voix de la Serie A en francophone, en tous les cas pour moi. Donc voilà. En plus, son duo avec Greg Paisley est plutôt pas mal. Ça va, il me dérange pas. Greg Paisley, c'est pas non plus l'analyste du millénaire, mais ça va. Donc voilà. Ah, tu vois, regarde JC. Pipovici, si, ils sont nuls à l'équipe. Non, mais bon. Après, ils sont pas tous nuls, mais c'est vrai que, voilà, le mode commentaire... Après, c'est Ryu qui fait chier, parce que il est pas foncièrement mauvais, il est passionné de Serie A, Ryu, mais le problème, c'est que il a trop commenté les matchs, là, sans images, le samedi et le dimanche, les affiches de Ligue 1, et en fait il a l'impression maintenant qu'il faut tout commenter comme ça, comme si c'était n'importe quoi sur le terrain, alors que bon voilà, il a pas des vraies super analyses constructives, intéressantes, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de recherche, quoi. Il vivote un petit peu sur sa culture générale footballistique italienne. Donc voilà. C'est ça qui m'embête un peu, c'est que ils ont pas les pieds dans la Serie A, en fait. Ils sentent pas la Serie A. Donc voilà. Chose que Philippe Genin a, bien entendu. Pipo Genin, c'est le meilleur de tous. Même Omar, il saoule à force. Ah oui, Omar, il saoule. Il saoule de fou. Mais c'est vrai qu'il est marrant. Mais il saoule. Moi aussi, là, je peux plus. Je peux plus. Je l'écoute, hein. Mais c'est vrai que voilà, quoi. Jacques Lafrite, salut, bienvenue. Comment ça va? Pipo Genin a vraiment une excellente analyse. Ouais, c'est clair. Alors des fois, il est un peu too much sur j'aime les clubs, j'aime tous les clubs, la Serie A, c'est trop bien, mais c'est cool, quoi. Il est quand même, il a des insights intéressants, il connaît beaucoup de gens dans la Serie A, ça fait, je sais pas combien, 25 ans qu'il fait ça, donc c'est un peu normal. Mais bon. Enfin voilà. Passons à la première ligue, parce qu'il est 20h36, on a bien discuté de la Serie A, qui probablement va être une des meilleures du millénaire. Donc voilà. Arsenal qui continue son espèce de série un peu vraiment bizarre sur laquelle ils sont. C'est une série qui est pas du tout marrante. Alors comment ils sont en championnat? Ils sont quand même sur une victoire en 5 matchs. Et après, défaite, match nul, donc vraiment pas foufou. Et ils rencontraient Chelsea, qui eux sont plutôt sur une dynamique un petit peu différente quand même si Chelsea, ces 5 derniers matchs, c'est une victoire aussi, avec 3 matchs nuls pour eux. Donc c'est vrai que ils sont pas non plus dans la meilleure période de leur saison, mais on sent que Chelsea est en train de revenir un petit peu. D'ailleurs, ils sont devant Arsenal
Arsenal au classement, hein, donc ça dit tout de la situation inversée. J'ai l'impression qu'Arsenal est arrivé vraiment à la fin d'un cycle avec Arteta, aussi probablement avec ses joueurs, même si avec le retour d'Odegaard, je pense qu'on a vu quand même du mieux, je pense sincèrement. Mais effectivement, c'est complexe pour Arsenal Je pense que ces 3 dernières saisons ont donné beaucoup d'espoir, même aux joueurs. Hein. Ils pensaient sincèrement qu'ils pouvaient le faire. Et là, cette année, j'ai l'impression qu'ils y croient plus, en fait. Ils y croient plus. La grosse blessure d'Odegaard, en plus, n'a pas du tout sécurisé la situation. Donc, je pense que c'est ça le gros souci. C'est que pour eux, c'est un peu fini. Et il y a beaucoup de joueurs où il faudrait quand même passer à autre chose. Je vois mal Arsenal continuer avec les Saka, avec les Thomas Partey, les gars comme, je sais pas, Martinelli, etc. Je pense qu'il faut vraiment même Gabriel Jesus, hein, je pense qu'il faut vraiment faire tourner en attaque, au milieu. Tu peux garder Rice, mais je pense qu'il faut faire tourner au milieu. En défense, c'est la même chose. Je pense que ça y est, il faut passer à autre chose. Il faut se trouver. Alors, Raya est pas mauvais comme goal. Non, c'est vrai, il est pas mauvais. Il est pas excellent, mais il est pas mauvais. Donc voilà, donc je pense que là, ils sont arrivés à la fin d'un cycle. Et je pense que le premier truc du cycle qu'il faut changer, c'est Arteta. Je pense qu'Arteta a posé des bases pour aller chercher quelque chose. Un petit peu comme Mourinho l'avait fait au Real, avant que Ancelotti ne récolte les fruits. Je pense que Arsenal a besoin de passer à un niveau au-dessus, au niveau des entraîneurs. Et il y a des bons entraîneurs qui sont disponibles. Je pense sincèrement qu'ils auraient besoin de changer d'entraîneur parce que, pas que Arteta est un mauvais entraîneur, c'est pas le problème. Bon, déjà, c'est pas un génie, mais en plus, je pense que son discours, là, il arrive à la fin, quoi. La corde, en fait, elle est usée. Et ça répond plus et les joueurs se blessent et de plus en plus fréquemment, etc. Je pense que c'est un peu comme Jürgen Klopp, hein, avec Liverpool. On arrive à la fin, malheureusement, et il faut s'en aller maintenant. Alors, tu as 2 façons de le faire, à la Jürgen Klopp, c'est-à-dire on se quitte amis, tout va bien. Ou alors, malheureusement, l'année prochaine, ce sera peut-être encore moins bon que cette année. Et là, peut-être que si tu n'attrapes pas l'Europe, tu dégageras. Donc voilà. Je sais pas, moi je pense aussi même que pour Arteta ça lui ferait du bien d'aller voir ailleurs, prendre un autre club de première ligue, je sais pas, un club intéressant qui peut être en besoin, donc voilà, moi je pense qu'on est à la fin d'un cycle pour Arsenal, c'est ça qui se passe. Autant on est au début d'un cycle pour Chelsea, très clairement, avec des nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, bref, une nouvelle propriété, un petit peu tout, mais là Arsenal ça commence à devenir compliqué, stéréotypé même dans leur jeu. Voilà. Encore une fois, on a vu quand même une différence avec Odegaard. Odegaard est un playmaker très très important. D'ailleurs, il fait une sublime passe pour le but de Martinelli. Donc voilà, mais c'était compliqué, je trouve. On va regarder les commentaires. Tac. Saka blessé en plus, effectivement. Saka se blesse. Et City qui continue à être en dessous. Oui, alors très clairement, l'effet Rodrigo. Hein. Enfin, moi, ça fait 2 ans, pas 2 ans, oui, si, 2 saisons que je vous dis que ça doit être lui le Ballon d'Or à la place de Messi en 2022-23. Très clairement, quand tu joues sans ton meilleur joueur, ça marche pas, quoi. Alors il y a des gens qui pensent que c'est encore Kevin De Bruyne, mais Kevin De Bruyne, malheureusement, là il est pareil sur la fin de chez fin, hein, c'est le bout du bout. Je pense que depuis sa très grosse blessure avant la finale de Champions League, ça c'est fini plus ou moins pour le très haut niveau pour Kevin De Bruyne. En tous les cas, cette saison, ça va pas, qu'il y ait Rodri ou pas, ça ne marchait pas, il est pas en forme, il est jamais vraiment revenu. Et voilà, son jeu a un peu changé, il a pris du muscle en haut, il l'a dit lui-même, il a dit, moi j'avais jamais travaillé le haut, mais là comme de toute façon j'avais rien d'autre à faire, je me suis développé. Et j'ai l'impression que ça a changé un peu la dynamique de son jeu.
comme très souvent dans le foot, hein, faut pas faire de musculation dans le foot. Donc voilà, en tous les cas, les joueurs talentueux ne doivent pas trop en faire parce que ça modifie leur mouvement, leur fluidité, etc. Et que tout d'un coup, la magie disparaît. Ce qui se passe avec Mbappé, ce qui s'est passé avec Neymar, puis on pourrait en citer plein. Est-ce que ça s'est passé avec l'ancien joueur d'Arsenal qui joue à Wolverhampton? Je sais pas, mais c'est possible. D'Arsenal, du Barça, pardon. Donc voilà. Chelsea et Arsenal qui ont déjà 9 points de retard sur Liverpool, 9 points de retard après 11 journées, c'est abyssal en fait. Dans ces premières ligues qui se jouent au point près depuis 3-4 saisons, c'est abyssal en fait, tu reviens pas de ça normalement. Donc je pense que ça va être un cavalier seul de Liverpool, même si j'y croyais pas. Bravo, félicitations Liverpool. Chelsea, de la stabilité dans les compos malgré les 125 joueurs de la team, dit Jacques Lafritte. Ouais, parce que Maresca a trouvé son 11, son 12, son 13, son 14, son 15, et puis travaille avec ça, quoi. Et puis développe peut-être, je sais pas où, dans d'autres terrains, sur d'autres terrains d'entraînement, les autres, en fait. Et il s'en occupe pas, quoi. Il laisse ça à l'équipe B. Et il a raison, parce qu'en fait, tu peux pas, quoi, gérer les 43 joueurs de l'équipe, de l'effectif. Ils sont vraiment 43, je crois. 43 joueurs de l'effectif professionnel. Enfin, je sais pas comment tu fais, quoi, pour t'entraîner. Donc, à un moment, il faut faire un choix. Il a fait son choix. Ça tourne. C'est plutôt pas mal. Palmer est en train. Et pareil, pas dans la meilleure période de sa saison, quoi qu'il a failli marquer un but magnifique à la 2e minute encore, avec une frappe de l'espace. Donc voilà, mais bon. En ce moment, il est en dessous des miracles qu'il faisait ces derniers temps. À part City qui ont déjà 5 points de retard, la voie est royale pour Liverpool, absolument. La rentrée de Jesus hier, quel cata. En fait, à chaque fois maintenant qu'il rentre, il fait plus rien. Donc, très peu en tous les cas. C'est compliqué. Et en défense, à part Saliba, même à Marseille, je voudrais pas des 3 autres. C'est pas, effectivement. Alors bon, Gabriel, il est très agressif, très dur sur l'homme. Je pense que quand il est bien accompagné dans un système qui marche plus là, c'était pas mal l'année dernière. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Il est trop agressif en fait. Il lui reste plus que ça, quasi. Donc voilà. Arsenal, c'est une bonne équipe, mais je les ai jamais vus potentiellement être un gros avec Arteta. Aucun gros joueur. Ils mettent des sommes pour des joueurs qui devraient être des stars avec des sommes pareilles, et ils prennent à la place des joueurs bons mais sans plus. Ouais. Eux, ils ont le Moncada du pauvre, Arsenal. Parce qu'on parle d'Edu, qui a quitté le club. Mais en fait, Edu, c'est le Moncada du pauvre. C'est-à-dire qu'en gros, ou du riche, plus exactement. C'est un gars qui prend des joueurs moyens, mais qu'en plus de ça, il les paye très cher. Au moins, Moncada a la décence de pas les payer trop cher. C'est déjà pas mal. Moncada, il sait pas embaucher un bon joueur. Moncada, il sait que embaucher des joueurs moyens. C'est bien, hein, quand t'as une équipe vraiment de joueurs moyens, bon, mais c'est pas mal. En plus, c'est des joueurs que t'as pas payé cher. On arrive à accrocher régulièrement la Ligue des Champions avec Milan, par exemple. Arsenal, ils ont le même, mais ils les payent cher. Mais ils ont que des joueurs moyens. Donc c'est compliqué. C'est assez complexe. Bon, il est parti. Il va aller emmerder quelqu'un d'autre, je crois, Nottingham Forest ou je sais pas quoi. Très très bien, super. Va là-bas. Eux aussi, bon, eux ils ont moins d'argent, mais écoute, t'auras des joueurs moyens. donc voilà. Guardiola, il arrive au bout du cycle. Il quittera le club en fin de saison, de par lui-même, je suppose. Oui, et puis surtout, je suis d'accord avec toi. Ah, attends. Au JC. Et au milieu, on voit que Xhaka n'a jamais été remplacé. Il habitait un travail de fou. Ouais, c'était le vrai métronome du milieu de terrain. Quand tu avais Odegaard, Xhaka au milieu, c'était chaud. C'était très très chaud de jouer le milieu de terrain de Arsenal. Voilà, avec Declan Rice en plus, ça aurait pu donner vraiment quelque chose d'extraordinaire sur le long terme. Malheureusement, voilà, ils ont fait partir l'un, l'autre s'est blessé, ce qui fait que tu as un milieu de terrain un petit peu expérimental. Rock Yo-Yo, salut. Bienvenue. Quand je vois un Merino qui rentre, je me dis c'est niveau West Ham. Ouais, Merino, c'est un super joueur. Moi, c'est un joueur que j'adorerais avoir à Milan, sur le banc, tu vois. Tu fais rentrer Merino au milieu de terrain, honnêtement, c'est génial. C'est franchement génial. Mais c'est un joueur de banc. C'est pas, ça peut pas être ton titulaire. C'est un très bon joueur qui a une énorme qualité de jeu de tête. Je pense qu'ils l'ont pris pour ça, pour les coups de pied arrêtés, parce que on sait que maintenant Arsenal est une équipe de coups de pied arrêtés. Hein. C'est fini le beau jeu à la Wenger. Donc voilà. Même si bon, le beau jeu à la Wenger, non, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était beaucoup moins chiant que le guardiolisme. Le guardiolisme, c'est vraiment très chiant à regarder. Personnellement, en tous les cas, c'est mon goût, quoi. Je suis pas en train de critiquer, c'est mon goût.
Le Wengerisme était quand même vachement mieux à regarder. C'était beaucoup plus dynamique, vertical et tout. C'est vrai que c'était le problème, c'est que ça gagnait pas. C'était trop romantique. Mais voilà, parce que le guardiolisme a quand même cette décence de gagner. Donc, alors que le Wengerisme, tu t'emmerdes moins, mais tu gagnes jamais. Donc c'est un peu voilà. Voilà. Et De Zerbi, on en parle de l'OM potentiel champion après une remontada contre Lyon et 3 journées plus tard, De Zerbi potentiel démission. Écoute, c'est comme ça. C'est les hauts et les bas de Marseille. Marseille, c'est irrationnel et De Zerbi est dans ce truc-là. Quand j'ai appris, on a appris, hein, parce que je suis pas le seul à l'avoir appris. On a appris qu'il a montré son contrat, le contrat que lui avait proposé Manchester United aux joueurs, en leur disant, vous comprenez que je suis venu ici pour la passion, et ce qu'il me proposait comme salaire, je l'ai pas accepté juste parce que je voulais vivre la passion de Marseille. Donc voilà, respectez-moi un petit peu, bah ça marche pas, pas du tout même, vraiment pas du tout. Donc oui, je pense que ça va mal se terminer. Ça va très mal se terminer. Et là, ça va être une annus horribilis pour l'OM parce que des joueurs qui ont été recrutés par des Zerbi, une hype de fou avec l'entraîneur. Et là, maintenant, tu prends qui, en fait? Qui passe derrière des Zerbi? Pas que c'est un super entraîneur, c'est pas ça. Des Zerbi, c'est un entraîneur qui a des idées, mais c'est pas un super entraîneur, sinon il serait pas à Marseille. Mais c'est un entraîneur en tous les cas qui a des idées de jeu vraiment particulières et qui c'est compliqué de passer derrière lui, surtout quand en fait l'effectif a été fait pour lui. Donc voilà, c'est juste ça. C'est que je sais pas qui reprendra derrière. Peut-être qu'on ne sait ça, on va savoir. Domenech va venir éteindre l'incendie. Rock Yo-Yo, OJC 84. Eh ben, si vous, c'est la crise quand vous êtes 3e, alors nous, on est mort. C'est clair. Je suis d'accord. Je sais pas quel est le club que tu supportes, Rock Yo-Yo. Mais bon. En tous les cas, voilà. C'est complexe, c'est compliqué. La situation à Marseille, effectivement. C'est compliqué. Le Barça redescend. Rennes. Ah, bien, Rennes. Ouais, bah, Rennes, hein. Il y a des années sans. Enfin, je veux dire, Rennes, c'est pas un club qui est destiné à être dans le haut du classement en permanence. C'est des années avec et des années sans. Et l'important, c'est qu'il soit fréquemment, on va dire, sur 5 années, il faut qu'il soit 3 années en Coupe d'Europe. Je pense que c'est un peu ça, la taille de Rennes. Alors ces dernières années, vous avez eu plus de chances que d'habitude, mais c'est quand même pas non plus, et c'est normal avec la taille de la ville, avec la taille du réservoir, de tout, hein, à tous les niveaux, même si Rennes est probablement un des meilleurs centres de formation de France, hein. Mais ça change pas que vous n'êtes pas destiné à être dans les top 4 en permanence. Donc voilà, Marseille doit être dans le top 4 en permanence. C'est son destin, comme Lyon, comme Paris et comme Marseille. Il y a 3 clubs qui doivent être en permanence dans le top 4. C'est ces 4-là, ces 3-là. Et après, le 4e, ça peut être un peu n'importe qui. Alors, qui peut être 2e, qui peut être 1er, qui peut être 3e, peu importe. Mais c'est Montpellier, pardon, pas Montpellier, non, c'est Monaco, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, Rennes de temps en temps, Lens de temps en temps, voilà, c'est ces clubs-là qui sont Lille. D'ailleurs, ces dernières années, c'est plutôt Lille, en fait, finalement, qui prend un peu le dessus sur tous les autres. Lille et Monaco, c'est un peu les 2 clubs qui, généralement, font le 4e. Et de temps en temps, c'est Lens, c'est Rennes. Et je pense que c'est ça, le destin de Rennes. Et puis, bah, accrocher la 6e, 7e, 5e, 6e, 7e place pour accrocher l'Europe, quoi, une Coupe d'Europe. Une année sur 2, un truc dans le genre. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Même pour le football français, ce serait bien, en fait, si tu veux. C'est, comment dire, sans vouloir être désagréable, c'est pas ça, mais tu vois ce qui se passe avec Bologne en Serie A, Bologne en Ligue des Champions, c'est une catastrophe, en fait. Alors, Brest, c'est une anomalie à tous les niveaux, hein, en championnat de France, mais aussi en Ligue des Champions, ce qui se passe pour Brest. Mais généralement, pour ces équipes-là, c'est plutôt Bologne. Et puis Rennes, d'ailleurs, à chaque fois qu'elle est... enfin, bref, ils se ratent quand même, souvent. Donc voilà, ils ont fait 1 ou 2 beaux petits parcours en Coupe d'Europe, mais c'est pas fou.
Donc voilà. Mais après, en revanche, c'est une équipe qui a sa place en Europe. Une équipe française qui doit être en Europe. Ça, c'est clair. En Conference League ou en Europa League, une fois de temps en temps en Champions. Mais voilà. Bientôt Sampaoli à Rennes d'ailleurs, le mélange Sampaoli et la Bretagne, hâte de voir ça, ouais, effectivement ça fait flipper. J'espère il va bouger les joueurs, bah ça oui, s'il signe. Rennes, vu leur effectif, il doit jouer le top 5 easy. Ouais, normalement, ouais. Top 5, top 6, ouais, je pense que c'est ça. Entre Blas, Guiri, Kalimundo, Truffert, Mandanda, etc., etc. La perte de Bourigeaud fait mal à Rennes, bah, ça c'est clair. Mandanda est en train de sombrer cette saison. Bon, à un moment donné, la DLC, quand elle est dépassée depuis plusieurs mois, il y a un moment, et encore, ça peut être plusieurs années. Bon, c'est bien, c'est normal, hein, à un moment, ça tombe d'un coup. Hein. Bourriche, ça fait mal. En parlant de Ligue 1, la Liga, Marcelinho fait des merveilles avec Villarreal. Peut-être, oui, alors, il a des bons résultats, mais on est bien d'accord qu'il fait pas des merveilles au JC. Enfin, je veux dire, il surperforme, ça c'est clair. Enfin, non, en fait, je sais pas s'il surperforme, vu que en Liga, en fait, finalement, derrière le Real et le Barça, t'as un Atlético qui est éclaté au sol en ce moment. T'as Betis, Athletic, Bilbao, qui sont des équipes respectables, ça c'est vrai. Et puis ensuite, les grosses équipes normales, elles sont toutes dans le fin fond du classement, hein, Valence et Séville, qui sont complètement atomisées. Donc, Villarreal, que Villarreal soit là à se mêler pour la 3e, 4e place, en fait, c'est un peu normal, hein, quand tu vois le niveau de l'Atlético et quand tu vois qu'après l'Atlético, les deux rivaux, c'est Betis Séville et Athletic Bilbao. Tu te dis, bah oui, ils peuvent tout à fait attraper la 3e ou la 4e place en fonction de ce qui va se passer entre l'Atlético et eux. Donc, il surperforme pas, il performe au niveau où Villarreal doit être, je pense, mais c'est pas beau. C'est pas du tout joli, hein. Je sais pas si tu regardes les matchs de Villarreal, mais c'est... Marcelino, de toute façon, c'est pas un funky fresh, hein. Le gars, c'est pas... il envoie pas du jeu, hein. Il est là pour décorer, hein. Donc voilà, je sais pas. C'est un bon entraîneur, Marcelinho. Enfin, quoique, ce qui s'est passé à Marseille, c'était moyen. Mais déjà, il a qu'un seul système, hein. Le gars joue en 4-4-2 et tu peux toujours te brosser pour qu'il change quoi que ce soit. Vous l'avez vu d'ailleurs à Marseille. Et ensuite, c'est quand même pas foufou. C'est un 4-4-2 vraiment très restrictif, quoi. Qui marche en Espagne pour une question de rythme, parce qu'il y a un rythme beaucoup plus lent, le physique est moins prégnant qu'en France, ça marche bien en Espagne. Voilà, et je pense que Marcelinho, c'est un entraîneur espagnol de l'Espagne, qui va faire des bonnes prestations, voilà, mais c'est pas foufou, quoi. Tu vas jamais te le relever la nuit pour regarder un match de Villarreal, enfin d'une équipe de Marcelinho. Là, s'ils gagnent leur match en retard, ils sont 2e Villarreal. Par contre, voir Valence dernier, ça pique. Ça, effectivement. Moi qui ai connu le Grand Valence en finale de Ligue des Champions 2 années d'affilée, quand même, 2000 et 2001, à cette place dramatique pour ce club. Force à Valence pour les inondations. En plus, effectivement, que là, en ce moment, ils cumulent. Ils ont perdu leurs bons joueurs pour un moment, par contre, à Villarreal. Oji, qui leur bon joueur, c'est qui leur bon joueur? Il y a une blessure, j'ai même pas vu. Très honnêtement, j'ai pas vu. J'ai juste vu le résultat de Villarreal. Donc, ouais. Bref, en tous les cas, Arsenal, on va clôturer là-dessus. Arsenal, c'est un peu je pense la fin d'un cycle et ce serait bien que ça se renouvelle un petit peu. Le Barça qui redescend de son piédestal et je sais pas si vous avez vu le match, mais la Real Sociedad a dominé le Barça. Donc, ils ont plus d'occases, ils ont vraiment beaucoup d'occases qu'ils devraient mettre. Oyarzabal, je sais pas ce qu'il a hier soir, c'est étonnant. Le Barça, après, bon oui, alors les gens vont dire oui, le but de Lewandowski, c'est vrai que le hors-jeu, je sais pas, il est millimétrique, hein, là, et je sais même pas s'il y a vraiment hors-jeu, parce qu'en fait, comme le départ du ballon, alors, je sais pas s'ils ont le hors-jeu semi-automatique comme en Ligue des Champions dans la Liga, mais parce que je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est dommage pour les ligaments croisés pour Ilias Akomash, le joueur de Villarreal. Ok. Donc oui, je sais pas si vous voyez ce que c'est le hors-jeu semi-automatique, c'est qu'il y a une puce dans le ballon qui va détecter l'impact du pied pour
éventuellement signaler de façon semi-automatique, enfin, c'est-à-dire ils vont interpeller les arbitres pour que il y ait éventuellement une révision de la VAR sur une action parce que, a priori, les caméras auraient détecté qu'au moment où il y a l'impact sur le ballon, peut-être que potentiellement il y avait un truc qui dépassait. Alors des fois c'est le défenseur qui dépasse, des fois c'est l'attaquant, donc c'est pour ça qu'on appelle ça semi-automatique parce que c'est pas style, c'est pas la décision de cet outil-là qui fait foi. Donc en l'occurrence, là, je crois qu'ils l'ont pas, et le départ du ballon sur la caméra, en fait, est derrière un joueur. Donc, tu sais pas vraiment quand est-ce que part le ballon. Donc, ils ont essayé de caler, a priori, le moment idoine, mais personne n'est vraiment sûr que quand ils calent l'image, le ballon, à ce moment-là, part. Le pied touche le ballon à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, mais voilà, après, c'est peut-être pas un scandale. En tous les cas, sur l'ensemble du match, voilà, ce que je veux dire en fait, c'est surtout ça. C'est que oui, probablement si le Barça avait ouvert le score, peut-être que l'histoire du match aurait été différente. Mais si on reprend rétrospectivement tout le match, sur l'ensemble du match, le Barça mérite de perdre. Le Real Sociedad fait enfin, depuis le début de saison, je pense, son premier bon match. Parce qu'ils étaient vraiment à la ramasse. Et là, Takekubo, en revanche, il a fait un match, attention. Ouais, il m'a impressionné. Là, vraiment, ça faisait longtemps, je trouvais qu'il était un peu... on en faisait beaucoup sur lui, pour pas grand-chose. Bon, là, hier, il aura tout fait. Sur le côté droit, le défenseur gauche, il doit être, mais rincé à la fin du match. Mais bon, bref. Non, mais des hors-jeux comme ça devrait pas exister. Il devrait y avoir une tolérance de 10 cm et avantage pour l'attaquant. Le défenseur doit faire de mieux s'aligner pour mettre l'attaquant hors-jeu. C'est comme le hors-jeu de Havertz hier, il est hors-jeu de tellement peu, même en étant pour Chelsea, j'étais deg pour Arsenal. Ouais, alors bon, il est quand même hors-jeu, moi je trouve, Havertz. Pour moi, c'est blanc ou noir le hors-jeu. Sauf dans le cas de l'autre, là, où tu vois pas le départ du ballon. Donc là, tu peux pas trop truc. Le problème, en fait, c'est que Pipovici, j'entends ce que tu dis, et je dis pas que c'est complètement... c'est une ineptie, pas du tout. Je dis juste que si tu tolères 10 cm, bah à ce moment-là, qu'est-ce qui te dit que dans 2 ans, on va pas se dire, ouais, mais 10 cm. Des fois, sur les 10 cm qu'on tolère, on a encore 5 cm. 5 cm, c'est rien. Bon, ok, on va tolérer 15 cm, puis ensuite 20, puis ensuite 30, puis ensuite 40, puis ensuite 1 mètre. En fait, le truc, c'est que si tu veux changer la règle pour qu'il y ait plus de buts, si c'est ça le but du jeu, bah alors à ce moment-là, fais en sorte que ce que Wenger a recommandé, alors je vais faire des gestes avec mes mains pour ceux qui regardent la vidéo, si vous regardez pas, bah, je vais essayer de vous décrire, mais en gros, bon là le hors-jeu pour l'instant c'est comme ça, il faut être un peu l'image du défenseur. Ce que Wenger propose, c'est qu'en fait l'attaquant peut avoir complètement le corps devant, il faut juste qu'il ait encore une partie de son corps, que ce soit son pied, son genou, son épaule, son bras, bref, enfin, peut-être pas le bras d'ailleurs, je pense plus le pied, qui soit en contact, ou plus exactement sur la même ligne que le défenseur. Et là, je pense que, bah déjà, tu tues le hors-jeu, quasi, donc voilà, et surtout, là, tu auras plus de buts. Parce que l'attaquant pourra prendre un élan d'un peu plus loin en se disant j'ai quand même une tolérance de quasi 1m20. Parce que, en fait, quand je cours avec mon pied qui est derrière, ça fait 1m20, peut-être même plus, 1m50. Donc voilà, moi je pense que c'est ça le truc. Mais bon. Après, c'est soit tu changes la règle, mais il n'y a pas de tolérance sur les règles. Mais après, c'est perso, hein, mais il n'y a pas de tolérance sur les règles. Parce que si tu commences une tolérance, bah, en fait, tu t'arrêtes jusqu'où? Pourquoi est-ce qu'on ne tolérerait pas plus, encore 5 cm, etc. Il n'y a pas de tolérance, c'est blanc ou noir leur jeu. T'es couvert ou t'es pas couvert. Après, c'est sûr que moi, c'est toujours le mec qui règle le bouton, là. Avec l'impact de la balle. Des fois, en fait, la balle, elle est grande comme ça. Je sais pas si vous avez vu. Où tu vois la balle qui est déjà partie, en fait, et c'est à ce moment-là qu'ils te mettent le hors-jeu. Bah non, je suis désolé, c'est juste avant. Normalement, c'est l'impact du pied avec la balle. Donc, c'est pas quand la balle est déjà partie, en fait. Parce que là, à ce moment-là, oui, probablement, il est hors-jeu. Mais c'est un quart de seconde avant, il est pas hors-jeu. Donc voilà. 0 tir cadré pour le Barça hier, ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis, tu peux pas tester. Ok, excepté le but de Lewandowski, voilà. Non, mais Wenger, il est complètement allumé, ce mec, il a des idées loufoques, toujours lui. Ça, c'est vrai, c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il avait l'air sensé dans le jeu du football, tu vois. Et alors après sa carrière, il est parti complètement en sucette. C'est la VAR qui fait que l'on voit ces hors-jeux. Sans la VAR, Arsenal gagne hier et le Barça mène 1-0. Oui, mais la VAR, on est bien d'accord, au JC qu'on en a marre.
On n'en a pas marre, pardon. Avant la VAR, on en avait marre. Enfin, en tous les cas, moi, j'en avais marre. Moi, j'en avais marre de passer des soirées où la seule chose dont je parlais, c'est comment est-ce qu'on s'était fait fourrer par un arbitre qui ne siffle que dans un sens. J'en avais marre. Hein. Franchement, j'en avais vraiment marre, que ce soit avec la Juve en Serie A, que ce soit avec le Real et le Barça en Ligue des Champions, etc. Honnêtement, même pour eux, je pense que ça leur a rendu service, ces trois clubs-là. Je prends ces trois clubs-là parce que c'est eux qui cristallisent beaucoup de choses dans le football et dans les débordements qu'il y a eu, justement, entre autres avec les hors-jeux, et avec l'arbitrage en général. Et ces trois clubs-là, en fait, ont récupéré une espèce de respectabilité grâce à la VAR. Alors, ils gagnent moins, bien sûr, forcément, c'est normal. Mais en revanche, ils ont récupéré une respectabilité parce que la VAR, c'est le minority report de la triche, en fait. Oui, c'est pas parfait, mais il y a un truc que fait la VAR, c'est qu'en fait, tu peux pas faire de triche grossière comme le but fantôme de Muntari contre la Juve, comme, je sais pas, le hors-jeu, le Chelsea-Barça, par exemple, le Paris Saint-Germain-Barça, le Real-Bayern, les Real-Bayern, bref, je pourrais en citer 250 millions, les Barça-Milan, des trucs comme ça. En fait, tous ces matchs-là n'existent pas, en fait. Ils n'existent pas parce qu'en fait, la personne qui est tentée de tricher, comme ça a été le cas, ne le fait pas, en fait. Ne le fait pas parce qu'ils savent que de toute façon, ça va se voir à la VAR, en fait. Donc, en fait, la VAR, les gens se disent, oui, c'est imparfait. C'est vrai, je suis d'accord. Ça ne change pas que ça empêche un nombre de tricheries hallucinant qu'on ne voit plus. On ne voit plus dans le football ce genre de choses. C'est très très rare. Une fois tous les 150 ans, on se dit, tiens, c'est bizarre, la décision de la VAR, elle est vraiment bizarre. Ok, bon. Alors une fois de temps en temps, tu te dis, oh, le mec de la VAR, je sais pas, il est pas réveillé, il a une conjonctivite, il y a un problème. C'est impossible qu'il voit pas ça, en fait. Mais c'est pas systématique comme avant. Ça existe encore, mais c'est pas systématique. Bien moins systématique. Ça existe de façon complètement épisodique. Et tout le monde le grille, en plus. Ça se voit vite, vu qu'en fait, t'as les images de la VAR. Et tu te dis, mais pourquoi il a pas sifflé? En fait, il y a un problème. Donc voilà. Donc moi, je suis vraiment promoteur de la VAR, mais à 2000%. Des fois, ça gâche un petit peu des émotions, comme, je sais pas, par exemple, le 3-3 du VfB Stuttgart, là, contre Francfort. C'est incroyable, l'ambiance dans le stade et tout, et puis tout d'un coup, tout s'éteint, merci, c'est gentil, il y a hors-jeu. C'est bizarre, c'est comme ça, mais franchement, moi, je préfère ça. Le soir, quand je vais me coucher et que Milan a perdu, il y a rien, je me demande pas pourquoi on a perdu, si ce n'est que parce qu'on est des chèvres. Tu vois, et je me demande pas comment est-ce que, je sais pas, Manchester City a gagné sa Ligue des Champions ou des trucs comme ça. Tout va bien en fait. Tu sais que c'est toujours plus ou moins le meilleur qui a gagné, quoi. Donc voilà. Tu l'écoutes, il te fait la Coupe du Monde tous les 2 ans, Wenger. Attends, je vais reprendre. Oui, donc voilà, aussi. J'étais un pro VAR, moi, mais j'ai l'impression qu'elle est mal utilisée à décortiquer des hors-jeux d'une miette de pain. C'est pas faux. Je trouve qu'il faudrait de la fluidité, je suis d'accord. Si tu as mis jaune, la VAR ne revient pas si le joueur a fait semblant de tomber. Il me semble la VAR est utilisée si tu n'as pas mis de jaune et qu'il y a un potentiel rouge, si je dis pas de bêtises. Absolument, hein, il y a très peu de cas dans lesquels la VAR est utilisée en vrai. C'est une erreur manifeste. Un carton rouge potentiel que tu aurais raté et c'est essentiellement dans la surface de réparation. C'est pas en dehors de la surface. S'il y a une faute stratosphérique à l'entrée de la surface de réparation, mais que tu l'as pas sifflé, la VAR va pas te demander de la siffler. En revanche, si elle est dans la surface, il va te dire il y a penalty et carton rouge. Donc voilà, c'est un peu ça le truc. C'est que mais au moins tous les hors-jeux, t'es quasi sûr que voilà, il y a but ou il y a pas but, mais voilà, tu t'es pas frustré d'un hors-jeu. Et penalty, après, ça c'est l'interprétation. Des fois, tu te dis bon, le gars de la VAR il abuse parce que franchement, c'est pas un penalty ça, mais bon, voilà. Après, il y a quand même des championnats qui l'interprètent mieux que d'autres. Je pense que la Première Ligue est plus adaptée à la VAR. Je trouve que les arbitres de champ sont plus respectés par la VAR que dans les autres clubs, dans les autres championnats, pardon. C'est-à-dire que dès qu'il y a un contact dans la surface, la VAR en Italie, elle siffle. Et elle dit, va voir le truc, il y a penalty, ou alors elle lui dit tout simplement à l'oreillette, il y a penalty. En Angleterre, si c'est vraiment pas un attentat et que l'arbitre n'a pas sifflé, en fait, il considère qu'il n'y a pas une faute flagrante que tu as ratée.
T'as considéré qu'il n'y avait pas faute, c'est pas flagrant, donc il siffle pas penalty. Et ça c'est mieux, je trouve, équilibré, je suis d'accord. Tac tac tac, la VAR à la base c'était fait pour intervenir sur les gros doutes sur une action, mais là elle intervient sur beaucoup trop de petites choses qui devraient être jugées seulement par l'arbitre central. Ouais, je suis d'accord, mais bon, même hier avec Havertz avait une belle célébration et rien après le hors-jeu, la VAR est arrivée. Bah ouais. J'ose plus célébrer les buts ou m'énerver sur un but pris avec la VAR et les hors-jeux. J'attends la VAR et je célèbre ou je m'énerve après coup. Ouais, effectivement. Mais moi, maintenant, je sens les coups. Maintenant, je sens. Quand je vois le but, je me dis, non, celui-là, c'est sûr, il y a VAR. Sûr et certain. Et très souvent, malheureusement, j'ai pas tort. Donc voilà. Ouais, mais c'est vrai, ça modifie un peu ton truc. Avant, il y avait but, hein. Tu regardais, le drapeau était pas levé, merci, c'est gentil. Hein. Et je vais te dire, ils ont gagné des champions comme ça, les deux zozos, là. Donc, bref. Enfin. Voilà. Bon, c'est bien qu'on ait terminé sur la VAR. On a parlé un petit peu de la Liga. On a parlé donc un petit peu du Real rapidement, mais ça suffit. Pas trop besoin de parler du Real en ce moment avec Kylian Mbappé, avec... Franchement, le Real, il est au bout du rouleau, donc voilà. Il faut les laisser se réveiller. On en parlera quand ils iront bien. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Bref, on verra après la trêve internationale. On a une énorme trêve internationale, là, horrible. Donc, on se retrouvera dans 2 semaines. Oui, c'est ça, dans 2 semaines. Donc voilà, bah écoutez, en attendant, reposez-vous. Reposez-vous les yeux du football. Regardez la Nation League si vraiment vous êtes au bout de votre vie, mais attention, avec modération, parce que ça peut être dangereux pour la santé. Voilà. Bon, en attendant, je vous souhaite une excellente 2 semaines. Et on se retrouve pour débriefer le week-end de championnat, ouais, des championnats des grands championnats européens dans 2 semaines. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, hein. Ciao les gars, ciao ciao.